Ce soir, pour cette dernière partie d'émission, j'aimerais faire une petite parenthèse. Si vous avez suivi un petit peu l'actualité ces derniers jours, vous avez forcément entendu parler du rebondissement dans l'affaire Bétarame, Notre-Dame de Bétarame, du nom de cet établissement scolaire dans les Pyrénées-Atlantiques, près de Pau, où durant les années 70-80, des élèves ont subi des violences sexuelles, psychologiques, et ce, dans une totale impunité. Depuis quelques jours, l'affaire Bétarame prend une nouvelle dimension, puisque elle éclabousse jusqu'au plus haut sommet de l'État, notre Premier ministre, François Bayrou, qui à l'époque était ministre de l'Éducation et qui n'en finit pas de se prendre les pieds dans le tapis. Il n'était pas au courant. Est-ce possible? Hmm. L'histoire le dira, peut-être. Il y a quelques mois, dans cette émission, un auditeur qui a été l'un de ses élèves à Bétarame était venu témoigner dans l'émission. Et j'avais envie ce soir, ce mardi, de vous le faire réentendre, tout simplement, de lui redonner la parole. Bonsoir Christophe. Bonsoir Johan. Merci à l'équipe pour me permettre ce soir justement de m'exprimer librement sur votre radio. Soyez le bienvenu. Vous avez 47 ans, où est-ce que vous habitez? J'habite sur Pau. Quelle est votre situation de famille aujourd'hui? Alors je suis divorcé, célibataire et j'ai 3 filles. Quel métier vous exercez? Je suis responsable achat dans le milieu de la logistique. Alors vous, de ce qu'on m'a raconté de votre histoire, quand vous étiez enfant, vos parents vous ont envoyé dans un internat dans lequel se passaient des choses inacceptables. Vous allez m'expliquer ce qui s'est passé et puis quelles ont été les conséquences dans votre vie d'après, votre vie d'adulte, tout ce que vous avez vécu, comment ça s'est répercuté sur votre quotidien. On va commencer par le début, comme on le fait souvent dans cette émission. Oui. Où est-ce que vous êtes né dans la région paloise, dans le Béarn? C'est là que vous avez grandi? Alors non, moi je suis né à Bourges, puisque j'ai mon père qui était à l'époque militaire, donc en face de l'école militaire. Voilà. Donc et après par la suite on a été muté dans l'Est et enfin on est redescendu sur Pau. Donc, comme tous les enfants de militaires, vous avez beaucoup voyagé pendant votre enfance. Voilà, c'est ça, tout à fait. Vous étiez le seul enfant dans la famille, dans la maison? Non, non, j'avais un frère. Voilà. Comment vous pourriez me la décrire en quelques mots, cette famille, vue de l'intérieur, quand vous étiez gamin? Alors quand j'étais enfant, bon, c'est vrai que j'avais un père qui était dans le militaire, souvent absent, hein, puisque voilà, à cause d'une mission à l'étranger, et bon, une maman qui travaillait, voilà, donc c'était la famille atypique, hein, classique, voilà, donc. Et vous, quel enfant vous étiez à 6, 7 ans? Est-ce que vous aviez des rêves, par exemple, des rêves d'avenir? Alors, à l'époque, quand je suis entré à Bétarame, oui, j'avais un petit projet, c'était celui de devenir prêtre. Et au fil des années, je voulais faire Saint-Cyr, voilà, puisque j'ai mon père qui était donc militaire et je visais cette très belle école, voilà, donc l'élite. C'est Et l'école bon, voilà. militaire en région parisienne. Alors, je reviens sur le premier choix professionnel, le premier fantasme, si je puis dire. Pourquoi prêtre? Mais écoutez, c'était parce qu'à l'époque j'étais donc catholique, pratiquant, et bon, je pensais que voilà. Intégrer une grande famille, enfin avec des convictions profondes et aider mon prochain. Voilà, c'était un rêve d'enfant qui n'a duré que quelques mois, hein. Après, bon, De passer à autre définitivement. chose. Je vais vous reposer la question que j'ai posée hier à un auditeur en fin de soirée, qui est né, qui a grandi dans une famille très croyante. Et je lui ai demandé pour lui, quand il avait 6, 7 ans, ce que ça voulait dire Dieu. Pour vous, ça voulait dire quoi Dieu à cette époque-là? Dieu à cette époque-là, c'était donc une divinité, une entité. Lui, il me disait qu'il Voilà. avait du mal à s'en faire une image parce qu'il pensait aux dieux égyptiens avec des têtes d'animaux et que bon, Dieu, alors, celui du catholicisme, c'était un peu abstrait pour l'enfant qu'il était. Oui, 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 bon, c'est vrai que l'image de Dieu était vraiment abstraite à cet âge-là, mais bon, c'était bon. Là-dessus, je n'ai plus aucun souvenir, hein, désolé, Yoann. Il n'y a pas Voilà. de souci. Vous avez parlé de Bétarame. Alors Bétarame, c'est cet internat dans lequel on vous a envoyé. À quel âge on vous a envoyé là-bas? Alors j'ai fait de 9 ans à 11 ans, c'est-à-dire de 1987 jusqu'en 1989. J'ai fait mon CM1, CM2 et j'étais donc interne. Pourquoi, au préalable, qu'est-ce qui a présidé à la décision de vous envoyer dans un internat?
Alors, notamment celui de Bétarame, puisque j'avais un oncle qui a été à Bétarame depuis plusieurs années, hein, donc et les résultats bah, étaient bons, quoi. Enfin, donc c'était le ressenti de cette école, hein, qui était un peu considérée comme l'élite à l'époque. Comment vous pourriez Et la décrire? Donc c'est quoi? C'est un établissement de choix pour réserver quoi à une élite, c'est ça? non, pas du tout. Non, non, c'était parce que justement à l'époque on m'avait vendu ça comme ça. Voilà, si tu rejoins Betaram, tu vas t'en sortir, tu vas réussir, tu vas être bon, tu auras une bonne situation familiale. Vous disiez on m'a vendu ça, c'est quoi, vos parents? Ouais, ouais, c'est surtout la famille, hein, quoi. Ouais. Voilà, surtout mon père et puis les grands-parents qui étaient derrière, quoi. Donc voilà. Et vous étiez partant, vous n'êtes pas allé à reculons. Non, pas du tout. J'y suis allé volontairement et puis c'est vrai que dès les premiers mois, j'ai vraiment apprécié le fait de partir le dimanche soir et de rentrer le vendredi soir. Voilà, quand j'étais enfant, bon, le dimanche soir, j'appréciais parce que bon, voilà, ma maman me mettait les gâteaux, les bonbons pour la semaine, mais bon, ça faisait la soirée. Voilà, mais je partageais avec les copains. Et C'était puis, pas un voilà. déchirement de quitter Non, la pas du tout, fratrie, pas du la tout. famille? Non. Non, pas du tout. Vous rappelez-vous du premier jour où vous êtes arrivé dans cet internat? Alors là, non, pas du tout. Je m'en souviens Alors, pas. Désolé. ouais, alors pas forcément le premier jour, mais ça ressemblait à quoi? Si dans vos souvenirs, cet établissement, la vie au quotidien, c'était quoi? Alors, la vie au quotidien, c'était assez rude. Hein. C'était bon, notamment au niveau de l'internat. On avait droit donc à une douche par semaine, notamment le mercredi soir, qui était donc chronométrée par une personne, hein, je vais nommer, je ne vais pas hésiter, hein, Monsieur Damien Saget, qui avait donc un chronomètre à la main Qui et qui était était-il, présent. lui, au sein de cet internat? Quel était son rôle, sa fonction? Alors lui, il était surveillant général. Voilà, donc Et attendez, surveillant. une douche par semaine, qu'est-ce qui légitime un tel régime? Ben écoutez, je pense que c'était le régime que, enfin bon, voilà, À la dure, quoi. c'était à la dure. Hein. Bon, j'ai souvenir que mes parents se saignaient pour nous payer à l'époque l'école qui était vraiment très très chère. Hein. C'était quand même plus de 10 000 francs Un à l'époque. établissement privé, donc. Ça, Voilà. par exemple, le fait que vous ayez droit à une douche par semaine, vos parents le savaient? Non, pas du tout. Non, pas du tout, puisque voilà, je n'avais pas à me plaindre. J'estimais que c'était normal, que voilà, c'était une école rude et voilà, c'était Il y avait d'autres choses que vous avez trouvées qui étaient particulièrement rudes à l'époque dans cette vie au sein de cet oui. établissement? Alors il y a aussi le fait que voilà, un soir au dortoir, hein, moi j'étais très jeune, hein, j'étais entre 9 ans et 11 ans, j'avais chuchoté un peu fort. C'était en plein hiver, il neigeait abondamment et ben, j'avais été mis à la porte sur le perron et j'étais en short, t-shirt et tongs. Voilà, à l'époque, et j'étais resté plus de 2 heures sur le perron à attendre qu'on vienne me chercher pour me raccompagner dans la chambre. Mais Enfin, sur mon lit, quoi. vous me Voilà. parliez de ce qu'on vous avait entre guillemets vendu. Cette éducation à la dure, j'imagine qu'elle ne sortait pas des murs de l'établissement. Personne, enfin, Non, je veux dire, les exact. parents d'élèves, comme vos parents, Non, n'avaient pas non, conscience de tout ça. non, pas du tout. Personne n'en était conscient. Disons à l'époque, on n'avait pas à se plaindre. En fait, c'était, comment dire, même si certains d'entre nous se sont plaints à l'époque à leurs parents, les parents à cette époque-là n'écoutaient pas. Voilà, ils avaient vraiment des œillères, quoi. C'était, voilà. Comment ça se passait avec vos camarades d'internat? Est-ce qu'il y a eu une connivence? Est-ce qu'il y avait des rapprochements qui se sont faits justement du fait que ça soit compliqué et difficile pour vous, enfants? Oui, tout à fait. À l'époque, il y avait ben, dès mon plus jeune âge, hein, j'y ai découvert la cohésion, l'esprit d'équipe, l'écoute. Et bon, certains étaient assez réservés, mais on essayait de s'entraider comme on pouvait. Mais voilà, si vous voulez, quand il y a eu violence sexuelle ou physique, bon, notamment physique, hein, on s'exprimait entre nous, mais beaucoup d'entre nous nous ont caché qu'ils avaient subi des violences sexuelles. Voilà, donc c'est assez dur, notamment lorsqu'on se fait violer entre 10 ans et 11 ans, de le raconter à ses camarades ou à ses parents, et puis que voilà, donc c'est un- On va y venir. Vous étiez quel genre de gamin, vous? Donc, quand vous êtes arrivé dans cet internat, vous étiez
plutôt celui qui est timide, qui rase les murs? Vous étiez populaire? Comment? Oh non, 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 au contraire, j'étais plutôt jovial. Enfin, j'étais bon, je mettais pas le bazar entre guillemets. Hein, non, au contraire, je respectais les règles. Hein, mais non, non, j'étais un enfant tout à fait normal. Voilà, voilà. Il y avait dans cet établissement certains de vos camarades qui étaient ce qu'on appelle forte tête, un peu rebelles, en tous les cas promptes à ne pas accepter ce qui vous était infligé à l'époque. Alors, il y en a certains individus, oui, peut-être, mais très peu, voilà, qui rejetaient ce système. Mais bon, c'était pas flagrant. Enfin, moi, à mon époque, à mon âge, non, c'était pas flagrant. Non. Je voudrais que on revienne sur ceux qui incarnaient ce règlement à la dure au sein de l'établissement. Vous aimez parler Oui, du surveillant général. C'était votre principal interlocuteur, cet homme-là? oui, tout à fait. Ouais. Oui, oui, tout à fait. Donc, c'était notre tueur en général. Et puis, à l'époque, j'avais le père Caricart, qui était donc le directeur de l'école. Euh, vous m'avez parlé de ces sanctions, c'est presque de ces pénitences que vous deviez endurer. C'est tout le temps comme ça que cet homme s'adressait à vous. Bien sûr. Oui, bien sûr, oui, oui. Bah, et même après, bon, il y a aussi un professeur. Hein, donc, lorsqu'on avait des mauvaises notes, j'ai souvenir que on devait tendre la main, les doigts repliés voilà, sur comme ça, et puis il nous donnait des coups de règle en fer sur les doigts. Voilà. Donc, Vous en avez pris, vous, des c'était, coups de règle sur les doigts? oui, quand on avait des mauvaises notes, oui, Mais oui, vous, tout à vous fait. en avez pris, vous. Oui, 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 tout à fait. J'en ai reçu quelques-uns, oui. Ça se passait comment, justement? Parce que vous êtes rentré dans cet internat pour remonter un peu votre moyenne et vos résultats scolaires. Comment elle s'est passée cette première année? La première année, c'était en fait, c'est l'impression d'entrer dans un moule, en fait, puisque quand j'étais plus jeune, j'estimais que c'était normal d'avoir une éducation aussi rude, aussi voilà, pour pouvoir justement progresser dans la vie. Voilà, à cette époque-là, je pensais ça. Voilà. Je vais vous poser une question qui va vous sembler paradoxale avant d'avancer dans le récit. Est-ce que, malgré ce climat de terreur, c'est comme ça que vous l'avez défini au Oui, standard, est-ce que vous gardez pour autant des souvenirs de certains bons moments passés avec vos camarades? Des moments où non, justement vous sortiez la tête de l'eau? Non. non, pas du tout. Non, non. C'était vraiment ça qui dominait, ce climat de Oui, terreur. tout à fait, oui. Ah oui, ce climat de terreur, même le soir quand on s'endormait, c'était, enfin, avant de dormir, voilà, on peinait à dormir puisque il y avait des rondes du surveillant général qui tournaient dans le dortoir. Certains enfants se faisaient caresser les cheveux, les fesses. Bon, voilà, il y avait ça. Et puis quand on parlait au dortoir aussi également, j'ai souvenir qu'il y a eu un enfant qui s'était pris un coup de chevalière sur la joue. Hein. Elle avait encore la trace, je m'en souviens. Et je m'en souviendrai toujours de ce fameux surveillant général, donc Damien Saget. Voilà. Donc c'était pas on ne s'endormait pas tranquillement. Vous me dites ça, c'est le début des années 80. Alors c'était de 1987 à 1989. Vous, vous-même, Oui. vous avez été agressé dans quel contexte et au bout de combien de temps? Alors voilà, je vais vous raconter. Donc c'était en 1989, donc j'y étais depuis 1988, hein, c'était la deuxième année. Un mercredi après-midi, 14 heures, un surveillant vient me chercher et m'amène au bureau du fameux surveillant général, donc M. Saget. J'ai été convoqué. Bon, pour une raison, je ne m'en souviens plus. Voilà. Donc, lorsque je suis entré dans son bureau, ce fameux surveillant général, donc, était assis sur le bureau, braguette ouverte, et il m'a ordonné de venir m'asseoir sur ses genoux. Bon, j'étais enfant à l'époque, je me suis, enfin, j'ai obéi parce que la peur d'être puni physiquement, et je me suis donc assis sur ses genoux, et voilà, il a commencé à poser ses mains sur mes hanches, il a pressé mon bassin contre son sexe, et puis se frotter quoi. Hein, donc voilà. Ça m'a fait un flash. En instant T, je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cet homme fait ça? Pourquoi il se permet ça? Et j'ai réagi. J'ai quitté ses genoux, son bureau, et puis je suis parti donc du bureau. Et
jusqu'au vendredi soir. Donc j'ai vécu dans la crainte et dans la peur d'avoir des réprimandes. Le vendredi soir, quand je suis rentré, j'avais tout raconté à ma maman, mais bon, sauf cette partie où justement, voilà, parce que j'avais vraiment honte, où il se frottait à moi, pas avec son sexe. Hein. Et je peux C'est-à-dire dire quoi? que ma maman, Vous avez parlé de l'agression en elle-même ou vous avez parlé du régime à la dure, mais en omettant l'agression dont vous veniez d'être victime? alors, je n'ai pas dénoncé le régime à la dure, si vous voulez, mais plus, voilà, une partie de mon histoire, Mhm. sauf la partie où justement il se frottait contre moi avec son sexe Mhm. à ma maman. Et dès le vendredi soir où je suis rentré à la maison, donc je vis à Pau, elle a pris donc la voiture et est allée directement à Bétarame, est allée voir le père Carica, à l'époque il était directeur. Elle est entrée dans son bureau et lui a dit soit vous virez cet énergumène, hein, cet individu, soit je vais porter plainte. Et je crois que c'était la veille des vacances scolaires, il me semble. Effectivement, en 89, au retour des vacances scolaires, Monsieur Saget, donc ce fameux surveillant général, n'était plus là. Il avait donc été muté. Vous êtes resté longtemps ensuite dans cet établissement? Je suis resté 2 ans, voilà, donc jusqu'en juin 89. Vous avez parlé à votre mère. Est-ce que vous avez parlé à vos camarades? Est-ce que, bon, bah, dans une classe, dans un établissement, on parle parfois. Là, c'est la honte qui fait que. Oui, tout à fait. Donc, il n'y avait pas Tout à fait. personne. Donc, avant même, par exemple, de rentrer dans ce bureau, jamais vous n'aviez entendu parler de ces agissements de cet homme Non, sur les élèves. pas D'accord. du tout. Non, non. Que des agissements de violence physique, oui. Mais c'est pour ça que j'y suis allé avec la crainte. Mais jamais au niveau des agressions sexuelles, quoi. Enfin, non, non. Là-dessus, Vous avez employé le mot à plusieurs reprises de honte. Cette honte, elle est restée longtemps en vous. oui, plusieurs années, oui. Ouais, tout à fait, ouais. Ouais, jusqu'à il y a peu, donc où j'ai pu, voilà, dénoncer cet acte, ben, justement, hein, pour une deuxième fois, enfin voilà, par rapport avec une plainte, quoi. Hein. Donc, Oui, parce que vous avez été auditionné des années. À quel âge on vous a demandé alors, d'auditionner et de vous exprimer sur les comportements de cet homme, le surveillant général? oui, tout à fait. Donc, la première audition a débuté en 1997 et moi, j'ai été auditionné en 1998 à la gendarmerie de Pau et j'avais raconté les mêmes faits que je vous ai racontés ce soir. Et Mais on vous auditionné à quel propos? c'était au sujet de l'affaire Franck Delagane, Donc un qui autre enfant aujourd'hui, qui avait été. voilà, D'accord. tout à fait. Cet autre enfant justement voilà, qui est resté là-bas entre guillemets, voilà. Donc en fait, ils ont pris le listing de tous les gamins qui sont passés par cet internat toutes ces années durant lesquelles il y avait ce surveillant général pour croiser Bon, les témoignages. pas que. Il y a aussi le père directeur, le D'accord. père Caricard, qui a été reconnu comme pédophile. Hein. Voilà. Donc, Vous, cette audition, elle a eu quelles conséquences sur votre vie d'homme? un soulagement. Un soulagement et puis un sentiment d'aide par rapport à mon camarade qui était dans ma classe. Voilà. Mais de 98 jusqu'à ce jour, j'étais persuadé que ce pédophile était en prison, il a purgé sa peine de prison et puis j'ai appris que au fil des années, il a œuvré dans différents établissements scolaires laïques catholiques en tant que directeur ou surveillant général, peu importe. Et j'ai été choqué. J'ai été choqué puisque, si vous voulez, c'était les débuts du scandale de Bétarame. Aujourd'hui, ça, de nouveau, ça ressort tant sur le plan local, régional, national et même international, puisque la presse internationale ça recherche des victimes des bétaramites, en fait. Voilà. Donc, Cet homme a été condamné. non. Qu'est-ce qui s'est passé aux yeux de la loi aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il a été Et il écoutez, il y a eu un procès? euh, euh, je pense que, enfin, on a eu un bon magistrat, un bon juge qui s'est investi pour cette histoire. Et les derniers
écho que j'ai pu entendre, c'est que bon, voilà, maintenant, on va faire taire l'affaire en 98 et puis c'est bon. Voilà, c'est ce que j'ai pu entendre. Voilà. Les faits ont été avérés aux yeux de la loi? Ben écoutez, je pense que le dossier a été classé sans suite, hein, puisqu'on parle de prescription. Mais justement, il n'y a pas de prescription morale pour les victimes. Hein, comme je vous disais, il y a des victimes qui sont encore restées là-bas et qui demeureront là-bas. Et à l'heure actuelle, bon voilà, on s'est monté un groupe, un collectif, hein, donc, qui s'appelle Victimes de l'institution de Betaram. On est sur Facebook et justement, on s'entraide entre nous. On essaie d'aller chercher nos camarades qui sont restés là-bas. À l'heure d'aujourd'hui, nous avons 97 plaintes, dont 50 pour des abus sexuels. Fort de ces plaintes, est-ce que, malgré la prescription, cet homme a été reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés? Non, du tout. Vous, aujourd'hui, vous en êtes où? C'est-à-dire? Vous avez un combat aujourd'hui. Voilà, mon combat, c'est que, en fait, voilà, on soit tous reconnus comme victimes, déjà pour commencer. Mon deuxième souhait, bon, je parle au niveau du collectif, hein, mais également propre et personnel, quand un individu est soumis à un viol ou subit un viol, pédophilie ou une femme ou un homme, peu importe, j'aimerais que, enfin, c'est le souhait, c'est notre souhait, c'est que la loi change. La loi change justement pour qu'il n'y ait plus de prescription. Voilà. Le délai de prescription. Voilà, c'est ça. Vous avez aujourd'hui cet établissement Betaram existe toujours? Oui, tout à fait. Et à l'heure actuelle, bon, il y a un collectif de parents d'élèves qui s'est monté justement pour voilà dénoncer. Attendez, pour dénoncer justement ces actes. Hein. Donc voilà. Vous avez dit au Standard que vous aviez un souhait, c'est qu'un jour cet étabbissement soit rasé et que vous plantiez un arbre à la place, c'est ça? Alors oui, tout à fait. Ça c'est bon. De l'ordre du symbole. Ouais, l'ordre du symbole, mais vraiment voilà. Bon, il y a d'autres projets qui bon. Mon souhait propre et personnel, oui, c'est que l'on rase cette école, cet endroit maudit, et qu'on y plante. Bah tiens, on va penser au développement durable, qu'on y plante un arbre pour chaque victime de Betaram, avec une plaque et une reconnaissance. Voilà, ça ce serait bien quoi, pour justement voilà, et que toutes les victimes soient également indemnisées par rapport à tout ce qui s'est passé. Quoi. Voilà. Je vous remercie d'être venu ce soir vous exprimer, Christophe. Merci Joël, je vous souhaite une bonne soirée. Bonne fin de soirée à vous aussi. Au revoir. Juste avant la nuit,